peux commencer l'enregistrement si tu le veux. Alors, bonjour à tous. Avant de commencer, nous allons donc vous demander de couper vos micros et caméras pour éviter toute interférence. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre ponctualité pour notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans le chat à droite de votre écran et nous nous engageons à répondre en fin de l'exposé. Le créneau, bien sûr, c'est 9h, 9h30 grand maximum et vous pourrez retrouver le replay dès cet après-midi sous notre chaîne YouTube. Alors, ce matin, nous sommes 3 intervenants. Nous allons nous présenter brièvement. Donc, je suis accompagnée de Elisa. Elisa, je te laisse le soin de te présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, Elisa Brun, je suis chargée de mission ressources humaines pour Baker Tilly Strego sur le bureau d'Angers. Et je suis également accompagnée de Julien Le Texier. Je te laisse te présenter, Julien. Oui, bonjour à tous. Donc Julien Le Texier, avocat spécialisé en droit du travail, avocat d'Horatio. Horatio, je rappelle, partenaire historique de Strego, cabinet pluridisciplinaire qui intervient pas qu'en droit du travail, mais plus généralement en droit des affaires. Bonjour à tous. Et donc, je vais me présenter, Liliane Coutentin. Je suis expert comptable et directrice opérationnelle de l'expertise RH et sociale chez Baker Tilly Strego. Et donc, ce matin, nous allons vous encourager à ne plus reporter les obligations RH. Et pour illustrer nos propos, nous avons retenu 2 thématiques, l'entretien professionnel et l'index de l'égalité professionnelle. Pourquoi ? Ce sont 2 thématiques communes puisqu'en fait, elles peuvent être d'excellents leviers pour votre marque employeur et également la seconde motivation en choisissant ces 2 thématiques, c'est que nous avons également des échéances à respecter. Les échéances, l'entretien professionnel, depuis 1 an, nous connaissons des reports, mais nous avons l'échéance 30 juin, la date ultime, 30 juin 2021. Et puis l'index de l'égalité professionnelle, l'échéance est un peu plus courte puisque c'est celle du 28 février. Alors évidemment, comme chaque vendredi, tout ne sera pas exposé. Ce matin, comme les autres webinaires, c'est de vous apporter des points d'attention. Et de par notre parcours professionnel complémentaire, nous allons faire ça ce matin sous forme alternative. Alors commençons par l'entretien professionnel. D'ores et déjà, l'entretien professionnel à ne pas confondre avec l'entretien annuel d'évaluation. L'entretien professionnel est un dispositif qui est né en mars 2014. Pourquoi faire ? Eh bien, c'est de parler avec le salarié. C'est un temps d'échange pour parler des perspectives d'évolution professionnelle et détection des besoins de formation. Autrement dit, c'est vous permettre de maintenir votre capital humain, la santé du capital humain au fil de l'eau. C'est un entretien qui est à tenir tous les 2 ans et également au retour des congés maternité, des arrêts de longue durée de travail. Et on pourrait s'interroger également au retour des périodes longues d'activité partielle. C'est un bilan également tous les 6 ans qui est à réaliser, qui comprend à la fois l'entretien classique des 2 ans, plus un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Action de formation, développement de compétences, progression salariale et professionnelle. Et puis également, eh bien, ce sont des sanctions, bien sûr, hein, comme toute obligation, il y a forcément des sanctions, mais pour l'instant, les sanctions sont essentiellement pour les entreprises de 50 salariés et plus. Et la sanction, c'est un abondement de l'employeur au compte professionnel, le CPF, de 3 000 €. Alors donc, on a un nouveau report qui est le 30 juin, mais également, c'est aussi pendant toutes ces périodes d'activité partielle, l'État profite de ce dispositif pour également soutenir les entreprises en apportant des fonds, par exemple, en privilégiant la reconversion et des dispositifs en cours, notamment le Transco. Alors ce matin, on a 3 questions clés.
c'est l'entretien une priorité, sa mise en œuvre et la responsabilité. Alors, Elisa, je sais que nos chefs d'entreprise, nos auditeurs, évidemment, en cette période de Covid, ont 1000 choses à faire. Est-ce que tu penses que l'entretien professionnel est une priorité? Autrement dit, en tant qu'expert et professionnel RH, le report des échéances n'est pas une solution, mais est-ce que tu peux convaincre nos auditeurs en 3 minutes qu'il est nécessaire de s'y prendre dès à présent? Oui, merci Liliane. Effectivement, je vais vous convaincre. C'est vrai que la période est difficile et inédite. Néanmoins, si on amène ce sujet, c'est parce qu'il nous semble opportun de s'en saisir dès à présent, même si l'échéance du 30 juin, c'est vrai, peut paraître lointaine. Ces entretiens qui doivent être matérialisés par écrit, je vous le rappelle, vous donnent l'opportunité de faire part à vos salariés de votre stratégie, de leur donner des perspectives par rapport à la crise et de les motiver par ce biais. Leur implication dans la stratégie ne peut être que bénéfique pour atteindre vos objectifs et vous allez devoir vous assurer que vos ressources humaines sont bien présentes et motivées au moment où l'activité va reprendre et on l'espère le plus rapidement possible et intensément. L'entretien, ça va être aussi le moment où vous serez capable de détecter et d'anticiper le départ d'un collaborateur. Là, on parle ni plus ni moins de fidélisation et de l'adhésion du salarié au projet de l'entreprise. Un salarié fidélisé, c'est un salarié qui va véhiculer l'image de la société et par ce simple levier pourra permettre de valoriser votre marque employeur et d'améliorer vos recrutements. Sur l'entretien pro, c'est le moment de faire un point précis au sujet de la formation des collaborateurs. Donc, dans ce cas-là, il y a 2 situations possibles. Soit tous vos salariés ont bénéficié régulièrement de formations, qu'elles soient internes ou externes, et celles-ci sont formalisées, donc avec une attestation de formation. Dans ce cas-là, votre obligation est remplie à ce titre-là. Soit vos salariés n'ont pas bénéficié de formation et parfois ne sont même pas demandeurs. L'entretien va être là pour leur permettre de réfléchir à leur propre projet professionnel et d'en être l'acteur. C'est essentiel. Et là aussi, là, il va falloir agir vite par contre et réfléchir ensemble au parcours du salarié, chercher à développer ses compétences, ses performances. Vous avez un rôle important à jouer au sujet de la formation. Vous devez garantir à votre salarié son employabilité sur le marché du travail. Surtout qu'il y a de la matière en ce moment au vu des mutations environnementales, technologiques, voilà, très diverses et variées. Et c'est essentiel, cette adaptation, pour assurer la pérennité de votre entreprise. Ces aspects vont permettre d'améliorer votre compétitivité et votre productivité. Le but, c'est de mettre en adéquation vos besoins en compétences et les compétences disponibles dans votre entreprise et ainsi pouvoir être en phase avec votre stratégie. D'autant plus en ces périodes de sous-activité, c'est le moment adéquat, il nous semble en tout cas, d'une part pour organiser la campagne d'entretien, mais également de profiter de cette période pour mettre en œuvre des formations, notamment pendant l'activité partielle à laquelle vous êtes sûrement confrontés. Comme l'a évoqué Liliane, il y a des soutiens de l'État, il y a le fonds de prise en charge de la formation en sollicitant les OPCO, il y a le dispositif FNE formation et le CPF, et bien sûr, ces dispositifs, il faut les mobiliser pour obtenir des aides. La crise que nous vivons actuellement fait se poser beaucoup de questions à nos salariés et nos employeurs. Quel est mon avenir dans ce métier? Ma société va-t-elle surmonter cette crise? Sachez qu'il existe des dispositifs d'accompagnement à la reconversion, à la transition vers des métiers ou des secteurs plus porteurs. Et c'est le cas du dispositif Transition collective qui est tout neuf et qui est issu du plan France Relance. Il permet de faire face, ce dispositif, aux mutations importantes des métiers que va engendrer la crise, en accompagnant les salariés dans leurs projets de reconversion. Et l'idée, c'est aussi de mettre en relation les salariés en reconversion et les entreprises qui ont besoin de recrutement. Accessoirement, il y a aussi un dispositif individuel d'accompagnement à la transition professionnelle. C'est ce qu'on appelait auparavant le CIF, que vous connaissez sûrement. Merci Elisa pour tes propos, ils sont très clairs. De ça, moi, je retiens 3-4 points.
que je vais résumer ainsi. L'entretien est un outil collaboratif de coproduction et de co-investissement qui permet de construire l'évolution professionnelle, maintenir la santé de l'entreprise, mais la santé aussi des compétences des salariés. Que le report du 30 juin, c'est purement administratif, mais par contre, tout ce qui environne l'ingénierie de l'entretien et la formation, c'est permanent. Et même en période de crise, c'est aussi un outil de mesure, de motivation du retour des salariés au travail et d'adaptation. Donc, on ne peut que vous encourager. Alors, Elisa, on a bien sûr, nous sommes convaincus. Je pense qu'on a donné tout ce qu'il fallait à nos auditeurs ce matin en termes de motivation. Mais agir dès à présent, est-ce qu'on n'a pas une ligne directrice pour encore mieux mesurer le degré d'urgence? C'est ça, Liliane. Ces entretiens, on le sait, de nombreuses entreprises, et vous-même peut-être, auditeurs, vous les repoussez, mais c'est surtout parce qu'on ne sait pas bien comment s'y prendre. Donc peut-être, Liliane, à ce propos, vous allez pouvoir nous aider à y voir plus clair. Comment on peut mettre en œuvre ces entretiens dans le contexte actuel avec l'activité partielle? On a des salariés en télétravail, on a des arrêts liés au Covid. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, en effet, moi, je vais essayer de vous préconiser tout simplement un autodiagnostic en 5 et 8 points, ce qui vous permettra ensuite de voir le contenu de vos entretiens professionnels avec vos salariés et de lever tout frein, comme l'explique Elisa. Alors, l'autodiagnostic en 5-8 points, ça peut se faire en moins de 5 minutes, tout simplement. Quelles sont vos difficultés de recrutement? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des problèmes de candidats, de compétences? Votre activité a-t-elle été bousculée pendant la crise sanitaire? La fermeture administrative, une baisse de chiffre d'affaires, l'accélération du numérique, repenser votre activité autrement? Avez-vous mis en œuvre des formations ces dernières années pour les salariés, mais comment? Formation interne, comment elles sont formalisées? Les objectifs? Avez-vous un plan de développement des compétences? Et s'il existe, est-il à jour? Existe-t-il une cartographie de vos emplois dans l'entreprise? Autrement dit, des fiches de poste qui peuvent décrire les tâches. Et ces tâches, eh bien, sont-elles maintenant à jour par rapport à la crise que nous vivons? Savez-vous si votre OPCO est un partenaire, c'est-à-dire est-ce que vous savez s'il peut vous allouer un budget sur l'employabilité de demain? Et également, pensez-vous que vos salariés sont aussi des partenaires, à savoir est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu en, en cofinançant leur formation avec les fonds de l'entreprise et tous les dispositifs de l'État, mais également en utilisant le CPF pour faire évoluer leur parcours professionnel demain. Et donc là, en posant ces questions-là, eh bien, vous allez enlever toutes les fausses idées de l'entretien, puisqu'en fait, ça va vous permettre de changer de posture, mais aussi d'agir autrement avec les salariés par interaction, puisque vous allez vous concentrer sur l'intérêt du client, le client externe, mais le client interne, et vous allez peut-être enlever toute frustration. Également, en associant les salariés à cette démarche, eh bien, vous allez les responsabiliser et puis ça va être un parcours gagnant-gagnant. Et puis surtout, vous allez toujours penser comment adapter, comment penser à votre production de demain. Donc, c'est donner du sens. À partir de ce diagnostic, vous allez donner donc du sens à votre entretien professionnel, à la ligne de conduite et puis également à simplifier également la trame de l'entretien. Alors, Julien, je pense que nous avons évoqué largement les éléments en termes RH. Est-ce que toi, en tant qu'avocat, tu peux nous faire un petit topo en ce qui concerne l'entretien professionnel, la formation par rapport au dispositif APLD, par rapport à toute la crise, tout ce qu'on… Voilà. Comment tu vois ce parcours, toi, en tant qu'avocat? Oui, merci Liliane. Avant de reprendre le cadre juridique que tu évoquais en introduction, je rappellerai ici que l'entretien professionnel est obligatoire pour toutes les entreprises, concerne tous les salariés, pas que les cadres. Une étude récente a démontré que beaucoup d'entreprises considéraient que l'entretien professionnel, c'était d'abord pour les cadres. 80% des personnes interrogées, c'est-à-dire qui ont suivi un entretien professionnel, ont fait le constat que
pour eux, il n'y avait pas de différence entre un entretien d'évaluation et un entretien professionnel. Je rappelle ici que l'entretien professionnel, c'est l'occasion pour vous, employeur, de faire le point avec vos salariés individuellement sur leurs souhaits d'évolution professionnelle, sur leurs souhaits d'évolution de carrière, sur des souhaits de formation, qu'il ne s'agit évidemment pas, Elisa, tu le disais, d'évaluer le salarié. L'entretien professionnel implique d'ailleurs à ce qu'il soit établi un support d'entretien qui soit vraiment spécifique à la tenue de l'entretien professionnel. Donc, nouveau calendrier, ça a été dit, hein, puisque vous avez donc jusqu'au 30 juin 2021 pour justifier de vos obligations en matière d'entretien professionnel. Je rappelle ici qu'il y a 2 lois qui se superposent en matière d'entretien professionnel. On a la loi que vous connaissez du 5 mars 2014 qui a introduit l'obligation pour les entreprises de tenir ces entretiens professionnels tous les 2 ans, et une autre loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 qui a prévu une autre possibilité pour les entreprises de respecter leurs obligations. On va distinguer ici 2 hypothèses. Vous pouvez respecter vos obligations si vous justifiez d'avoir tenu un entretien professionnel tous les 2 ans, plus d'avoir engagé 2 des 3 mesures suivantes que je vais citer, une action de formation, une action d'acquisition d'éléments de certification ou alors une progression salariale ou professionnelle. Ça, c'est la loi de 2014 et la loi de 2018 que je citais, la loi Avenir professionnel, est venue dire: vous pouvez respecter aussi votre obligation si vous justifiez toujours d'un entretien professionnel tous les 2 ans et si vous justifiez d'une formation non obligatoire. Alors, par formation non obligatoire, c'est-à-dire qu'ici, le législateur considère que ne doit pas être prise en compte les formations qui sont rendues obligatoires par des dispositions réglementaires, légales ou conventionnelles. Je pense notamment aux formations habilitation électrique, formations secouristes qui ne rentrent pas en ligne de compte dans les actions de formation. La sanction, Liliane, tu l'as dit, si au 1er juillet 2021, vous avez des salariés qui justifient d'une certaine ancienneté évidemment et qui n'ont pas bénéficié d'entretien professionnel. La sanction, c'est un abondement du CPF, du compte personnel de formation, à hauteur de 3 000 € par salarié. Elisa le disait, évidemment, le contexte actuel nous invite de plus fort à se poser la question de la formation pour nos salariés. Beaucoup de salariés sont en activité partielle. Beaucoup d'employeurs se posent la question de l'APLD, activité partielle longue durée, voire la question du licenciement économique. Je rappellerai ici que un employeur, une entreprise qui souhaite s'engager dans un dispositif d'APLD, ce dispositif d'activité partielle longue durée est soumis à contrôle de la directe et l'employeur doit justifier d'engagement, et notamment en termes de formation. Je rappelle ici aussi pour les entreprises qui malheureusement se posent la question d'une compression des effectifs, donc d'un licenciement pour motif économique, qu'un licenciement pour motif économique est fondé si et seulement si l'employeur est en mesure de démontrer qu'il a engagé toutes les actions nécessaires pour permettre aux salariés de suivre l'évolution de son emploi. L'employeur a une formation d'adaptation, a une obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi. Un employeur qui licencierait un salarié qui n'a pas suivi de formation depuis 6 ans pourrait être potentiellement, en cas de contestation de licenciement devant le Conseil des prud'hommes, être condamné des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Donc évidemment un enjeu RH, mais aussi un enjeu juridique, des sanctions prévues, et le contexte actuel, clairement, doit amener les entreprises à se poser la question d'engagement, d'action, de formation. Ça peut être des formations à distance, ça peut être des formations en situation de travail. Hein. La FEST est évidemment un outil à disposition des entreprises. Merci Julien pour cet exposé. Donc, eh bien, écoutez, maintenant nous allons passer à la deuxième thématique qui est donc l'index professionnel. L'index professionnel, Elisa, est-ce que tu peux nous présenter sommairement ce qu'est l'index d'égalité professionnelle? Oui, donc l'index d'égalité professionnelle, déjà, il s'adresse aux entreprises de plus de 50 salariés. C'est issu d'une loi donc, qui a démarré en 2019 pour les entreprises de plus de 1000 salariés et qui concerne les entreprises de 50 salariés seulement depuis mars 2020. Donc c'est très récent. L'objectif, c'est de supprimer les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et pour mesurer ces écarts, on extrait tout un tas de données de la paye.
Donc, on a des outils de calcul. On calcule un index qui doit être publié chaque année au 1er mars. Donc là, l'échéance du 1er mars 2021 est la prochaine. Cet index, il est calculé sur 5 indicateurs pour les entreprises de plus de 250 salariés et seulement 4 indicateurs pour les entreprises de moins de 250 salariés, donc entre 50 et 250. On parle donc d'égalité de rémunération, d'égalité dans les augmentations individuelles, le nombre d'augmentations au retour des congés maternité et le dernier indicateur, c'est la parité des 10 plus hautes rémunérations au sein de l'entreprise. Liliane, est-ce qu'on a quelques retours d'expérience là après 1 an? Est-ce que tu peux nous en dire? Alors, en effet, depuis 1 an, pour les entreprises de 50 salariés et plus, nous commençons à avoir des retours d'expérience. Et Elisa vous présentera un exemple tout à l'heure. Et ce que je peux dire de ce retour d'expérience, et c'est pour préparer l'échéance à venir, c'est vraiment, il faut appuyer du temps sur la préparation, et notamment la préparation de la publication, la préparation du rapport qui va être publié, puisqu'en fait, comme dit Elisa, il y a des calculs. Eh bien, il faut savoir les interpréter. Il faut savoir prendre du recul, puisque nous pouvons être bons si nous avons des index supérieurs, des scores supérieurs à 75, mais si nous sommes dans des scores plus faibles, nous pouvons être bien sûr considérés comme mauvais. Et ça ne veut rien dire tout ça. Donc, en fait, avant la publication, il est important de prendre du recul, d'associer les salariés, les représentants du personnel dans cette démarche, de savoir expliquer, parce qu'en fait, le fait que ce soit publié, ça veut dire que la publication, elle est accessible à tous, qu'on va pouvoir se comparer à d'autres, et qu'en cette période de crise, il est important que le contenu soit pertinent, que la comparaison, que cet outil de communication véhicule toujours une image positive de votre entreprise, puisqu'en fait, le but, c'est ne pas détériorer votre marque employeur. Alors, pour appuyer mes points de vue, Elisa, est-ce que tu peux nous illustrer un cas que nous avons rencontré ces derniers mois et qui démontre que l'administration est très attentive sur tous ces rapports qui sont publiés et qui sont réalisés par les entreprises? Donc effectivement, Liliane, on a reçu une mise en demeure de la directe le mois dernier pour l'un de nos clients. Donc c'est une entreprise d'une 60aine de salariés dans le secteur de la métallurgie. Cette entreprise a donc calculé pour la première fois son index au 1er mars 2020 sur les rémunérations 2019, et de par son activité, cette entreprise a une forte proportion de travailleurs masculins. De ce fait, sans entrer dans les détails, son index global est revenu incalculable. Pour pouvoir calculer cet index, il nous faut un minimum en nombre de femmes et d'hommes par catégorie professionnelle. Donc, pour cette entreprise, le travail paraissait plutôt simple. Malgré le fait que ce résultat global de l'index soit incalculable, donc l'employeur a bien l'obligation de le déclarer à l'administration, et ce qui a été fait. Et visiblement, l'administration y est très attentive, puisque donc la directe est revenue vers nous. Cette demande de justification de la directe portait précisément sur un indicateur parmi les 4 à calculer. C'est celui qui concerne les augmentations au retour de congé maternité, en comparaison avec les augmentations salariales qui pourraient avoir lieu pendant le congé maternité de la salariée. Et effectivement, parmi les salariés, une femme est revenue de congé maternité et l'indicateur correspondant attestait qu'elle n'avait pas été augmentée à son retour. Donc, la directe a identifié que cet index était à 0 au lieu de 15. C'est binaire, 0 ou 15.
Donc, alors même que l'index était incalculable, la directe veille vraiment à l'intérieur, à la composition de cet index. Et l'entreprise semblait donc faire défaut à ses obligations sur ce point précis. Finalement, tout rentre dans l'ordre parce que dans notre cas, il s'agissait juste d'une erreur d'interprétation de l'indicateur. C'est une nouvelle loi, tout le monde, voilà, il y a des interprétations qui peuvent en être faites. Et finalement, cette salariée n'avait pas eu d'augmentation, mais personne dans sa catégorie professionnelle n'avait eu non plus d'augmentation. Donc, il n'avait pas lieu et il n'y a aucun écart finalement n'était constaté. Donc cet exemple, c'est vraiment pour dire il y a un résultat, une note globale sur 75, mais attention à la composition de cette note, soyez vigilants sur chaque index, sur chaque indicateur. Merci Elisa pour ton retour d'expérience. Donc, comme vous pouvez remarquer, l'index d'égalité professionnelle est très orienté rémunération. Donc, la publication de cet index peut comporter des limites. On voit bien que l'administration est très regardante. À toi, Julien, de nous communiquer éventuellement des informations complémentaires en tant qu'avocat à ce sujet. Oui, Liliane, l'index, c'est évidemment un outil juridique pour parvenir à cet objectif juridique, RH, voire politique, d'égalité de rémunération et de situation entre les hommes et les femmes. L'échéance, c'est le 28 février prochain pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Un enjeu RH, évidemment, on parle de justice sociale, d'équité, d'attraction des talents. On sait que les jeunes sont attentifs aux valeurs de l'entreprise. Je rappelle ici d'ailleurs que le résultat de la notation doit être publié pour les entreprises qui en sont dotées sur le site internet, outre une information évidemment de la directe. On parle aussi de qualité de vie au travail, de croissance de l'entreprise, marque employeur, évidemment. L'égalité professionnelle en fait partie. Sur ce que disait effectivement Elisa, on a 4 critères pour les entreprises de moins de 250 salariés, les écarts de rémunération hommes-femmes, les écarts de répartition des augmentations individuelles, mesurer aussi le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité et parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. C'est, je dirais, les 4 thématiques qui doivent faire l'objet d'une évaluation, d'une notation, 4 indicateurs, plus un 5e pour les entreprises de plus de 250 salariés, où doit être mesuré les écarts de répartition des promotions. L'index, l'État a mis en place un outil qui est simple et pratique. D'ailleurs, la plupart des informations sont en principe disponibles dans la base de données économiques et sociales. Pour les entreprises qui auraient donc un résultat inférieur à 75 points, obligation leur est faite d'engager une négociation collective pour les entreprises évidemment dotées d'organisations syndicales représentatives et à défaut d'accord ou pour les entreprises qui ne sont pas dotées d'organisations syndicales, obligation de définir un plan d'action dans une limite de 3 ans avec des mesures de correction pour parvenir à un résultat de 75 points et plus. La sanction, on parlait tout à l'heure de sanctions en matière d'entretien professionnel, la sanction ici pour les entreprises qui n'auraient rien fait ou pour les entreprises qui auraient défini un plan d'action mais qui n'auraient pas appliqué les mesures de correction prévues et qui ne seraient pas parvenues à l'objectif de réduction, d'amélioration des indicateurs pour parvenir à une notation supérieure à 75 points. La sanction ici est lourde, puisqu'il s'agit d'une pénalité d'1% de la masse salariale annuelle brute de l'entreprise. Alors, pas ici pour faire peur à nos auditeurs. En pratique, la directe, si elle s'aperçoit qu'une entreprise est en infraction parce qu'elle n'a rien fait ou parce qu'elle n'est pas parvenue à l'objectif fixé par le législateur, il y a une demande d'explication et la plupart du temps, la directe laisse un délai d'1 an à l'employeur, à l'entreprise pour se mettre en conformité. Je terminerai mon propos sur cet index. Je disais tout à l'heure, c'est un outil juridique parmi d'autres. Il ne faut pas considérer parce que vous avez une notation supérieure à 75 points que vous êtes en conformité avec toutes les dispositions légales. Je vais donner ici 2 exemples. Elisa le disait tout à l'heure, parmi les indicateurs, l'évaluation doit être faite sur le retour congé maternité. Si
je suis un petit peu «tordu» entre guillemets, il suffit d'accorder à une salariée en retour de congé maternité, une augmentation d'1 € pour se voir attribuer une notation de 15/15. Et vous savez évidemment qu'il y a d'autres dispositions inscrites dans le code du travail qui prévoient qu'une salariée en retour de congé de maternité ne doit évidemment pas se satisfaire d'une augmentation de 1 €. Je suis dans la caricature dans mon propos évidemment, mais il est inscrit dans les dispositions légales que cette salariée doit bénéficier des augmentations, de la moyenne des augmentations pratiquées dans son service, dans son unité de travail. Deuxième exemple, il est prévu sur l'évaluation des écarts de rémunération hommes-femmes dans l'index, une tolérance. C'est-à-dire le législateur tolère un écart de rémunération dans la limite de 5% dès lors que l'on s'en tient aux catégories socio-professionnelles classiques, ouvriers, employés, agents de maîtrise, techniciens et cadres. Ce sont les catégories socio-professionnelles qui sont définies dans l'index. Je rappelle ici qu'il est inscrit dans le code du travail le principe travail égal, salaire égal. C'est-à-dire que cette tolérance de 5% qui est admise dans la notation, dans l'index, n'est pas applicable, par exemple, demain devant un conseil des prud'hommes d'un salarié qui pourrait dire: «J'ai la même ancienneté, j'ai le même travail qu'un autre salarié et pourtant, l'écart de rémunération, est là, la loi, vous le savez, pose le principe à travail égal, salaire égal». Voilà, donc un outil, évidemment important, une obligation, un enjeu juridique, mais soyons en vigilance, hein, sur l'égalité professionnelle. D'autres dispositions légales viennent s'ajouter à, au cadre juridique de l'index. Merci, Julien, pour cette conclusion. Eh bien, écoutez, merci pour votre écoute. Nous n'avons pas de questions, donc ça veut dire que notre exposé a été précis. Donc, nous pouvons que vous souhaiter à bientôt. La semaine prochaine, notre flash portera sur l'épargne salariale et sera animé par des experts de cette thématique. N'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube et à consulter nos replays. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poser à vos interlocuteurs habituels et dans votre espace client. En tout cas, bonne journée. Je vous dis au revoir et encore merci Elisa et Julien. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous, prenez soin de vous.